mes chers amis, merci d'être venus ce soir et d'être venus si nombreux. Vous savez que ce soir, c'est une occasion spéciale puisque c'est ma première cérémonie des vœux. Et que vous soyez venus en nombre comme ça témoigne à quel point notre cité est importante pour vous. Et c'est ça le plus important de tout, c'est que vous ayez Mandelieu-la-Napoule au fond du cœur. Et c'est ça qui nous donne l'envie de travailler tous les jours et de bâtir cette ville pour le meilleur, soyez-en assurés. Alors je vais faire une petite digression à ce protocole et à cette cérémonie républicaine, parce qu'il y a deux personnes ce soir à qui je tiens vraiment à rendre hommage. Donc vous m'en excuserez, je le fais parce que c'est ma première cérémonie des vœux, et ils sont déjà en train de rentrer dans le fauteuil au maximum. Je voudrais ce soir saluer mon père et ma mère. Mon père... Eh oui, il ne fallait pas se mettre au premier rang. Mon père, ce médecin qui toute sa vie s'est occupé des autres, et ma mère, pour qui la vie a parfois été très dure, qui a toujours su garder son sourire, et croyez-moi que c'est leur exemple qui m'a inspiré toute ma vie. Et ce soir, je voudrais leur dire très solennellement que le fils que je suis n'aurait pas pu avoir meilleurs parents que vous. Donc merci. Donc, mes amis, vous l'avez compris, Mandelieu-la-Napoule, c'est une ville qui se veut familiale, c'est une grande famille. Nous ne sommes pas une grande ville ni une grande métropole. Nous sommes un ensemble, nous sommes une vie commune. Et cette année, nous avons vécu des choses parfois difficiles. Vous, à titre personnel, avez eu une année qui fut parfois très heureuse, parfois très dure. Au plan national, nous avons, vous l'avez vu, vécu une année qui fut politiquement particulièrement surprenante. Mais c'était, je pense, l'aboutissement d'un système qui devait s'effondrer, et il s'est effondré, mais malheureusement, il s'est effondré pour tomber dans les mains de personnes qui, au fond, ne sont que la meilleure représentation de ce système. Et vous le verrez, je vous en reparlerai, l'avenir de notre pays aujourd'hui appelle une grande attention parce qu'elle déterminera directement nos vies de ce jour et la vie de notre ville. Alors notre famille, vous le savez, cette année a également eu des départs, malheureusement. 206 Mandolosiens nous ont quittés. Parmi ceux-ci, il y avait des grandes figures, de grands amis, et je pense que ce soir, nous devons leur rendre hommage, parce que nous ont quittés notamment Maurice Muller, qui était une grande figure de Capitou. Il est parti peu avant la fête du Mimosa. C'était un signe, j'espère que là-haut, il a quand même pu en profiter. C'était un homme qui avait vraiment le cœur sur la main et il a vraiment marqué son quartier de son empreinte. Et bien sûr, nous ne l'oublierons pas et nous ferons en sorte qu'il ne soit pas oublié. Nous avons également perdu Roland de Tony. Roland de Tony, qui était un très grand fondateur de la ville, également un très grand sportif. Je suis heureux qu'il ait pu voir ce boulodrome très beau, peut-être le plus beau du département, qui porte son nom. Et j'ai une pensée ce soir pour son épouse Anna, avec qui j'avais discuté assez longuement, et bien sûr pour sa fille et ses enfants. Nous avons également perdu Chantal Corot, que vous connaissiez, Robert Perrault, qui était un ancien combattant, et d'ailleurs je salue ses camarades ici présents, et un ami aussi qui a longtemps travaillé dans la ville de Mandelieu-la-Napoule, qui est parti tragiquement, Philippe Najder. Donc ce soir, je pense qu'avant toute chose, notre premier devoir, c'est de leur rendre hommage, de se souvenir d'eux et quelque part de leur dire que l'avenir de notre ville se bâtira avec leurs souvenirs. Mais dans un registre plus joyeux, nous avons également eu 181 naissances, et je félicite bien sûr les parents, et 500 nouveaux arrivants, beaucoup du Nord d'ailleurs. Donc je leur dis ce soir, bienvenue dans la famille de Mandelieu-la-Napoule. J'espère que la ville vous plaira, mais j'en suis convaincu. Et il y a, vous savez, à Mandelieu-la-Napoule, une grande communauté ch'ti. Et cette communauté ch'ti, elle a vraiment cette caractéristique d'avoir le cœur sur la main. Ça tombe bien parce qu'en Provence, on a également le cœur sur la main, donc ça ne peut que fonctionner. Donc bienvenue à eux, merci de rejoindre cette aventure commune et bâtissons ensemble un avenir radieux.
Alors, vous le savez, Mandelieu-la-Napoule, c'est une ville qui a une particularité. Je vous l'ai dit, c'est une ville familiale. Mais plus qu'une ville familiale, c'est une ville jardin. C'est une ville qui préserve son environnement. Et c'est ce que nous sommes. Nous mettons toujours la famille au cœur de tout. Nous mettons toujours le citoyen avant toute chose. Pour vous le démontrer, regardez par exemple la petite enfance. La petite enfance à Mandelieu est reine. Nous imitons vraiment le premier budget de la ville. Vous l'avez vu, nous avons 6 écoles, 2 collèges, mais nous avons modernisé nos écoles pour qu'elles disposent vraiment des dernières technologies et qu'elles soient à la pointe de l'enseignement. Nous avons, sachez-le, pour cette rentrée, pour les parents qui sont ici présents, ils le savent, nous sommes repassés à la semaine de 4 jours. Alors bien sûr, vous allez me dire, c'était attendu, notamment par les enfants, qui nous avaient d'ailleurs proposé de passer à la semaine de 2 jours. Donc je leur ai dit progressivement, rassurez-vous, mais ayez aussi un peu pitié de vos parents, mais pourquoi pas ? Donc cette semaine de 4 jours, sachez-le, était très attendue et nous étions sur un système qui ne fonctionnait pas, mais qui avait été pris comme beaucoup de réformes du précédent gouvernement, qui a d'ailleurs tellement brillé que vous avez vu son résultat. Ils ont non seulement perdu, mais ils ont été dissous dans la continuité. Ça avait été imposé de manière unilatérale, et finalement, le système épuisait les enfants, était une surcharge financière considérable pour les communes et n'atteignait pas les objectifs de faire découvrir le sport. Et en plus de ça, il prenait beaucoup de temps aux associations. Nous sommes donc repassés à cette semaine de 4 jours. Cette évolution, sachez-le, nous permet de mieux optimiser ce qui se passe dans les associations, de mieux accompagner les enfants, de mieux organiser les activités et surtout que les enfants ne soient plus fatigués comme ils l'étaient. Et c'est ça l'essentiel. Nous avons également fait de nombreux travaux de sécurisation des écoles. Vous le savez, le climat sécuritaire nous l'oblige. Nous avons donc procédé à la mise en place des caches-vues, nous avons mis en place des travaux de sécurisation des barrières, nous avons déployé le parc de caméras de manière à pouvoir surveiller les abords en continuité. Et c'est une préoccupation qui restera majeure parce que nous sommes malheureusement dans une époque qui veut que l'insécurité soit une des problématiques récurrentes. Et les enfants deviennent une cible de ces gens pour qui la vie humaine n'a plus aucune existence, aucune valeur, et qui malheureusement sont parfois parmi nous. Donc ces écoles, nous allons les porter pour qu'elles restent à la pointe de la modernité. Nous avons en 2016 engagé un plan de modernisation de nos équipements informatiques. Ces équipements, ce plan continuera cette année, verront l'ensemble du parc informatique rénové avec des matériels de dernière génération. Mais cette année aussi, nous allons lancer quelque chose de plus important. Nous allons lancer une réforme qui fera que tout ce que nous avions mis en place il y a quelques années, que ce soit les tableaux numériques ou les ardoises numériques, soit vu dans une projection sur 10 ou 15 ans, avec les nouvelles demandes de l'éducation nationale, qui évoluent beaucoup, sachez-le, et d'ailleurs je salue l'inspectrice d'académie, que je crois avoir vu passer. Et donc ce parc informatique et ce parc numérique sera réfléchi pour offrir à nos enfants le maximum de la technologie actuelle, pour que dès le plus jeune âge, ils aient accès au meilleur en termes d'enseignement et à ce qui fera leur vie, c'est-à-dire ce monde du digital et du numérique. Nous allons également lancer un projet d'une création d'une crèche sur Capitou qui verra accroître notre capacité et bien sûr le futur vaisseau amiral du cycle de la petite enfance, le centre maternel que vous avez vu brièvement sur les diapositives et que vous voyez en cours d'édification au rond-point de l'espace, qui sera vraiment un bâtiment tourné sur les dernières technologies, qui offrira aux enfants des espaces très conviviaux, avec une grande luminosité, et qui sera, du côté extérieur, je le pense, un bâtiment architecturalement réussi. Et enfin, parce que le bien-être n'est pas que dans le travail, heureusement, vous le savez, nous avons reconduit cette année notre partenariat avec Elior. Elior, c'est notre fournisseur de produits alimentaires et de repas. C'est également lui qui intervient dans tout ce qui est EHPAD, dans tout ce qui est espace Floribonda, et c'est lui, bien sûr, qui fournit les repas pour les cantines. Et nous avons imposé une charte très stricte. Les produits doivent être des produits bio, issus du circuit court, c'est-à-dire des producteurs locaux. Et c'est ce qui nous permet d'avoir une très haute qualité de repas,
Qualité qui d'ailleurs se manifeste au mieux dans cette fameuse cantine étoilée, et je salue d'ailleurs le chef Stéphane Rimbaud de l'Oasis qui est ici présent, qui tous les mois organise ce repas, et vous avez pu le découvrir, en tout cas les parents d'élèves l'ont pu. Tous les mois, sachez-le, vos enfants découvrent ces mets de haute gastronomie. Eh bien, ils continueront à le découvrir, et nous allons augmenter la qualité des plats pour que leur pupille découvre de plus en plus de saveurs extrêmement fines, extrêmement saines, dirons-nous, et que le bien manger s'apprenne dès le plus jeune âge. C'est ça l'engagement que nous prenons pour la petite enfance. Elle restera le premier budget de la ville, elle restera la priorité absolue, et nous y mettrons les moyens pour qu'elle soit vraiment remarquable en tout point de vue. Mandelieu, vous le savez, c'est l'enfance, mais c'est aussi la solidarité, bien sûr. Et la solidarité, je remercie chacune et chacun d'entre vous, y compris les élus, puisque vous la portez tous. C'est non seulement les services de la ville, mais c'est aussi vos actions de tous les jours. Alors dans la ville, elle se manifeste bien évidemment sur des activités que vous connaissez toutes, tous. Eden Park, qui bientôt aura 1 millier d'adhérents, je l'espère, qui présente plus de 40 activités. Et Eden Park, vous le savez, c'est vraiment le lieu de rencontre par excellence des générations. C'est aussi le CCAS, et je salue l'arrivée de son nouveau directeur, qui va prendre en charge ce service et à qui j'ai fixé des objectifs très clairs. Nous voulons un CCAS du XXIe siècle, un CCAS qui soit encore plus performant que ce qu'il l'était. Et pourtant, il était déjà vraiment extrêmement efficient, et je salue ses équipes. C'est également les voisins solidaires que vous êtes tous, et qui signalaient au service de la ville à chaque fois les gens isolés, les gens en difficulté. Sachez que cette année, et surtout cet été, avec la vague de chaleur, nous avons suivi plus de 2500 seniors qui étaient seuls pour être certains qu'à aucun moment, ils n'étaient en difficulté ou abandonnés ou en danger. Et cet engagement-là, bien sûr, nous le conserverons. Nous allons même déployer encore plus l'EHPAD, dont je salue la nouvelle directrice qui est arrivée en début 2017, et l'espace foyer arc-en-ciel, qui vraiment a organisé un plan d'embellissement et de déploiement que je trouve extrêmement efficace. Nous allons corréler ces services pour qu'avec la police municipale et les services des quartiers, dont je salue les agents, nous soyons capables de quadriller l'ensemble du territoire et de réagir à toute personne qui serait isolée, en détresse et qui n'oserait pas se signaler. Donc merci à vous de nous porter ces informations si vous avez connaissance de cas similaires. Nous serons de notre côté le plus efficient possible. C'est un engagement que je prends très ferme devant vous et d'ailleurs devant les élus qui sont là et qui s'en occupent d'ailleurs très bien. Et je salue d'ailleurs Monique, Pascal, Sandra et Cécile qui s'en occupent de manière très efficace et avec passion. Mais c'est vraiment notre objectif premier. Elior mettra également en place, notre partenaire de cuisine, le livrage de repas à domicile. Et nous assurons ainsi une veille sociale. Cette veille sociale viendra compléter notre dispositif de surveillance. Enfin, le service de soins à domicile, qui a été reformé, continuera à être perfectionné. C'est quelque chose qui nous permet également de voir un petit peu comment les gens sont, comment les gens suivent leur traitement, et d'éviter le plus grave danger. Je vous l'ai dit, mais je vous le redis parce que c'est extrêmement important. D'éviter que les gens se retrouvent seuls et abandonnés. Il n'y a rien de pire dans une ville qui se veut familiale, d'avoir des personnes qui se retrouvent isolées. Ce n'est pas normal et ce n'est pas acceptable. Donc merci à vous de faire cet effort. Enfin, la culture. Alors la culture, me direz-vous, vous la voyez toute, vous la voyez régulièrement, quotidiennement. Elle est constituée bien sûr par les bâtiments les plus visibles, que ce soit Léonard de Vinci, le théâtre de verdure Robinson, qui fonctionne toute l'année. Sachez que cette année, nous avons eu plus de 10 000 spectateurs, qu'il y a eu plus de 45 spectacles, et qu'en été, il y a un spectacle dans nos quartiers gratuit 1 jour sur 2. Vous pouvez en être fiers parce que c'est un effort extrêmement soutenu qui est fait pour vous. Notre ambition en 2018 sera de poursuivre cet effort, de le porter encore plus haut,
dans un service encore plus de qualité, avec des spectacles encore plus reconnus. Parce que c'est important, une ville vit par sa culture. Elle vit aussi par l'apprentissage de la lecture. Et je salue à cette occasion notre médiathèque, qui se veut extrêmement dynamique, et notre service des archives, bien sûr, qui a mis en place cette année 2 opérations, les boîtes à livres, que vous avez dû voir commencer à arriver dans la ville. Il y en aura de plus en plus, et je remercie le Lions Club qui s'en est occupé, et Julie, qui a porté vraiment ça avec passion, et une autre opération qui s'appelle Lire à la plage. Alors, Lire à la plage, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est ces cabanes qui se trouvent sur le sable, où vous pouvez aller prendre un bouquin pour le lire pendant que vous bronzez, donc vous joignez l'utile à l'agréable, et c'est gratuit. Donc, je vous invite à le découvrir, à en profiter, et ces petites manifestations qui vont se développer, eh bien, on va continuer, là également, encore, à les porter de plus en plus haut. Parce que c'est un engagement, la lecture et la culture, qui est fondamental, c'est indissociable, et vous avez la chance de pouvoir en profiter, donc n'hésitez pas à en profiter. Cette année encore, vous aurez 2 événements majeurs, ce sera les 10 ans de Léonard de Vinci, et ce sera la 4e manifestation de la Biennale sur marbre, et je salue d'ailleurs ici les représentants de M. Iskandar Safa, qui est un très grand mécène de notre ville, qui aurait aimé être là ce soir, mais malheureusement, il est à l'étranger. Mais sachez qu'il fait beaucoup, et je vous demande vraiment de le remercier, même s'il n'est pas là, à distance, ça lui fera plaisir. Mandelieu-la-Poule, vous le savez, c'est aussi une ville sportive. Tellement sportive que l'année dernière, nos installations et nos terrains ont reçu plus de 220 000 membres. Mandelieu-la-Poule, c'est 45 associations sportives, 700 rencontres par an, 700 tournois. Vous voyez la force que ça représente. Alors en 2017, vous l'avez vu, nous avons livré de nouveaux équipements. Le terrain de rugby, qui a été financé pour un budget d'1,3 million, et qui est un terrain révolutionnaire en termes d'équipement, qui est de la qualité, sachez-le, du top 14. Et je salue d'ailleurs ses pratiquants ici et le président de l'association, qui a déballé son terrain de rugby comme un enfant déballe un cadeau à Noël. Il était extrêmement ému. Et cet équipement s'inscrit dans une projection à plus long terme qui verra l'ensemble de nos structures sportives évoluer. Vous l'avez vu, la salle estivale se fait vieillissante, la tribune également. Sachez que nous allons lancer une grande réflexion de rénovation de ce complexe. Ce ne sera pas pour tout de suite, mais au moins le projet sera déterminé. Nous allons le faire en concertation totale avec l'ensemble des pratiquants pour que Mandelieu-la-Poule puisse disposer d'un équipement de dernière génération à la hauteur à la fois de ses sportifs et de sa réputation. Nous avons été labellisés Or par le Comité régional olympique et le ministère des Sports nous a attribué également un label qui est celui de la ville active et sportive. Donc vous voyez que cette politique qui se veut tournée vers le sport en nature notamment, sera une politique qui sera extrêmement active. Je salue d'ailleurs le service des sports et son directeur Thomas Lombard qui fait un travail remarquable. Et sachez que nous allons intégrer à tous les nouveaux projets d'urbanisation des équipements sportifs en plein air qui permettront, comme à Boca Cabana, mon cher David, parce qu'on aime bien regarder ce qui se fait aussi chez les autres, et comme nous avons déjà ça dans nos parcs de loisirs, d'offrir aux citoyens la possibilité de pratiquer des activités en plein air en toute liberté, à l'heure de son choix, de la façon de son choix, et quelque part avec ce plaisir d'être unique et d'être en fusion avec son envie. C'est bien dit. Vous voyez, des fois, on arrive à se rattraper. Nous aurons également 2 grands événements que je peux déjà vous annoncer. C'est le Trail des Balcons d'Azur, qui aura lieu en avril et qui regroupera à peu près 1100 participants, et le Trigam, triathlon, qui partira de Mandelieu pour aller jusqu'à Grasse. Il y aura 450 participants, parce qu'il faut 450 guerriers, dans Laurent Jalabert, donc nous pouvons saluer ça, mais sachez, et il y a des personnes dans la salle qui vont tout de suite comprendre à quoi je fais allusion, qu'il y a d'autres événements majeurs qui vont naître. Je vous garde la surprise, parce qu'il ne faut pas tout dévoiler en même temps. Mais notre ville, vraiment, va regrouper de plus en plus de grandes manifestations
qui permettront de la faire vivre et d'assurer son dynamisme, en tout cas sportif, soyez-en certains. Donc, vous l'avez compris, le sport restera une priorité. Et le sport et son monde associatif rejoint un autre monde associatif que je salue, qui est celui des 150 associations qui composent la ville. Donc vous en faites beaucoup partie, il y a beaucoup de bénévoles dans la salle. Alors, nous avons organisé une réunion qui célébrait le bénévolat et qui récompensait dans chaque association un bénévole qui s'était démarqué, un bénévole qui s'était fait remarquer par sa dévotion et la prise de temps, parce que vous savez que c'est extrêmement chronophage, au service des autres. Pourquoi ? Parce que ces 150 associations composent réellement le tissu de solidarité et de lien social de la ville. Donc ce trophée du bénévolat, nous allons le poursuivre. Nous demanderons à chaque association, chaque année, de distinguer un bénévole, de le mettre en valeur, à la fois pour le remercier parce que c'est normal, mais également pour le récompenser pour tout ce qu'il a donné aux autres, parce qu'on ne récompense pas assez dans ce pays ceux qui se sacrifient pour les autres, et je trouve ça profondément injuste. Donc vraiment, je compte sur vous. Là, le message s'adresse aux présidents d'associations, et je remercie tous les bénévoles qui font cet effort, et je les remercie pour tous les efforts qu'ils fourniront encore à l'avenir. Alors bien sûr, la ville, que va-t-elle faire pour ces associations ? Déjà, elle va maintenir le niveau des subventions. Vous le savez, je vous recevais quand j'étais premier adjoint aux finances, nous en discutions. Nous avions posé les critères sur 2 choses. Premièrement, la prise en compte de l'aide logistique. Deuxièmement, l'analyse des comptes de l'association. Parce que l'argent public aujourd'hui, vous le savez, devient difficile. L'argent public aujourd'hui, plus que jamais, devient quelque chose qui est très précieux et qu'il faut garder, qu'il faut économiser. Parce que cet argent, c'est votre argent. Alors il serait facile pour l'élu de faire plaisir, d'ouvrir les vannes, mais ce serait irresponsable. Et nous ne pouvons pas être irresponsables avec votre argent. Donc nous maintiendrons nos efforts en nous assurant que ceux-ci sont bien utilisés, mais ils le sont, que l'association n'a pas de revenus excédentaires, et notamment de trésorerie, parce que vous savez qu'une association, en principe, si elle doit avoir un petit fonds de réserve, ne peut pas faire de bénéfices. Et là aussi, il y a 2-3 présidents d'associations qui voient de quoi je parle. Mais sachez-le que cette année, il y en a même un qui est venu me voir pour me dire « baissez-nous la subvention, on a trop d'argent ». Et je le remercie sincèrement, parce que c'est un effort de solidarité citoyenne extrêmement important. Donc bravo à lui. Enfin, le monde associatif, cette année, sera doté d'un nouvel équipement, le MLN Service, qui est un bâtiment qui sera destiné à 2 choses, la solidarité et le monde associatif. Ce bâtiment, vous avez vu que les travaux ont commencé, sera également tourné vers 2 choses, la convivialité, je pense que son architecture le traduit très bien, et une très grande efficacité dans les besoins de l'association, notamment avec une grande salle qui vous permettra de faire vos événements et qui apportera encore plus de souplesse dans l'utilisation de nos salles, parce que vous le savez, 150 associations demandent un grand besoin de salles et il y a parfois un peu d'attente. Donc ce bâtiment répond à ces besoins, il sortira de terre prochainement et j'espère pouvoir vous le faire découvrir l'année prochaine, mais croyez-moi, je pense que vous aurez le plaisir à le découvrir. Il a été conçu vraiment avec goût et je vous le montrerai un peu plus tout à l'heure. Ensuite, bien sûr, on ne peut pas parler des associations sans parler spécifiquement des anciens combattants et des porte-drapeaux. Nos anciens combattants, je le dis à chaque cérémonie et notamment à nos porte-drapeaux, représentent à la fois le souvenir de notre passé et la valeur de nos traditions. Ce sont des gens qui ont fait, à un moment de leur vie, le choix de servir la France et qui ont trop longtemps été décriés, mal jugés, ou en tout cas pas valorisés à la hauteur où ils auraient dû l'être. Il est donc important pour nous
de faire en sorte qu'ils comprennent que Mandelieu-la-Napoule est une ville où les anciens combattants sont à l'honneur, où les traditions françaises sont à l'honneur et où nous n'avons aucune honte, et je pèse mes mots, de notre histoire parce qu'elle a fait notre avenir. Et là, que les choses soient très claires entre nous. Donc je vous le dis parce que c'est important que vous le compreniez. L'histoire de France fait le monde que nous connaissons aujourd'hui. La France n'est pas une nation qui peut avoir honte de son passé. La France n'est pas une nation qui a commis des crimes contre l'humanité. À aucun moment. La France est une nation qui, partout où elle est passée depuis 2000 ans, a laissé le souvenir d'une grande civilisation et d'un grand pays. Et ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui nous sommes le pays qui a le plus grand territoire d'outre-mer du monde et le plus grand domaine maritime. C'est parce que nous avons toujours su, quelque part, accompagner, assimiler et faire grandir les peuples que nous avons rencontrés. L'histoire de France est un tout qu'on ne choisit pas à la carte. Ce n'est pas une carte où l'on prend ce qu'on veut en fonction des inspirations politiques du moment ou en fonction de la doctrine de tel ou tel bon penseur qui fait qu'un jour on oublierait qu'en France il y a eu la monarchie, qu'il y a eu l'Empire, qu'il y a eu 5 républiques et qu'en gros aujourd'hui nous serions le résultat d'un petit picotement et on oublierait tout le reste. Non, nous sommes les descendants d'un peuple qui a 2000 ans, nous sommes les descendants d'une nation qui a été présente dans le monde entier, nous sommes descendants des nations des droits de l'homme, nous sommes descendants des nations de l'empereur Napoléon, nous sommes descendants de la République, nous sommes descendants des valeurs du pays, de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. C'est un héritage complet, nous ne choisissons pas, nous sommes français, nous prenons la totalité. Et c'est ça, Mandelieu. Donc Mandelieu-la-Napoule, sachez-le, sera toujours terre de Provence et terre de France. Cette ville que nous aimons, c'est une ville qui, bien sûr, si elle est fière de son passé, doit se tourner vers l'avenir. Et pour se tourner vers l'avenir, elle doit être dynamique. Elle doit l'être encore plus, mais sachez qu'elle l'a déjà beaucoup. Le Centre Expo Congrès où nous sommes aujourd'hui, ce Centre Expo Congrès sur lequel on entend tant de choses. Sachez que 2017 est la deuxième meilleure année depuis qu'il a été reconstruit et que cette année, il y a eu 65 000 visiteurs venus de 70 pays. Si vous faites la moyenne, pour les commentateurs qui s'autodéterminent, ça fait 5 500 visiteurs par mois. Donc je félicite bien sûr Christine Lequiec, la première adjointe, qui est présidente de l'Office du tourisme. Je félicite particulièrement Pierre-Louis Roucariès, le président, et l'ensemble de ses équipes, car ils font preuve d'un professionnalisme, et j'aurais tendance à dire même d'une passion, qui est vraiment tout à leur honneur et qui nous permet d'avancer avec confiance. Sachez également que l'Office du tourisme a réussi sa révolution numérique. Ils sont maintenant dans une communauté qui compte 50 000 membres, une des plus importantes de la Côte d'Azur. Et on peut en être fier également, parce que c'est l'image de notre ville. Sachez que les commerces de proximité... Ah, les commerces de proximité. Voilà un sujet d'ailleurs, David, où tu es particulièrement attentif et tu as raison de l'être. Aujourd'hui, il y a une évolution dans le monde moderne qui veut que l'ensemble des commerces se regroupent dans des grands malls. Et bien sûr, les commerces des centres-villes en souffrent énormément. Donc, pour les aider, ce qu'il faut, c'est les accompagner pour qu'ils trouvent le créneau qui leur permettra de résister et même de se développer. Parce que maintenir sous perfusion des commerces sans que la ville donne les moyens de rénovation et de structures qui permettent à ces commerces de vivre, c'est totalement inutile. Donc comment faire ? Premièrement, en empêchant dans le plus que les destinations des rez-de-chaussée soient modifiées, que ça reste des commerces. Mais là où la ville doit porter tous ses efforts, c'est dans le dynamisme de sa ville, dans le dynamisme de ses quartiers. C'est en créant toujours plus de stationnements gratuits. À Mandelieu, nous en avons 5600.
sachez que l'année dernière, nous en avons créé 380 et que cette année, nous continuerons à en créer encore plus et ils resteront gratuits, qu'ils soient en structure ou en sous-sol. Parce que c'est ça aussi qui fait vivre le commerce, c'est de pouvoir se stationner facilement, sans payer, mais aussi après, il faut que les gens aient envie d'aller dans les quartiers. Et c'est pour ça que vous le verrez, nous allons déployer un effort considérable sur la rénovation et l'embellissement de nos rues. Parce que c'est important. Parce qu'on ne crée pas d'attractivité si on ne met pas des moyens considérables et qu'on n'a pas une stratégie à 10, 15, 25 et 30 ans. C'est ça qui peut sauver le commerce et c'est ce que nous ferons. Nous avons un avantage énorme. C'est notre bord de mer, c'est nos plages, c'est notre port. Sachez que Mandelieu-la-Napoule est la première capacité portuaire en termes d'anneaux du département des Alpes-Maritimes et la deuxième de la région PACA. 5600 anneaux, 2 ports de pleine mer, 5 ports sur le fleuve de la Siagne. Eh bien, cette capacité, nous devons l'optimiser, nous devons la garder, nous devons la faire grandir. C'est pour ça que nous avons ce grand projet de pôle d'excellence du nautisme qui pourra se développer sur 30 hectares. C'est un projet considérable qui reprend l'ensemble de notre bassin de vie, que nous suivons d'ailleurs avec David de très près, parce qu'il y a un enjeu économique majeur. Sachez que cette activité, c'est pour notre bassin de vie 1000 emplois, 500 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, et que c'est clairement la clé de l'avenir. Nous sommes une destination touristique. Nous devons la faire vivre. Et c'est pour ça aussi que les projets que nous faisons dans nos quartiers, sur notre bord de mer et dans l'ensemble de notre ville doivent répondre à cette attente d'excellence. Parce que ce que nous voulons être, c'est une ville protégée, sécurisée, préservée, mais vivante. Alors protégée, vous le savez, nous le sommes. Contre les inondations, contre les incendies, là aussi vous entendez beaucoup de choses. Il y a des sujets avec lesquels, sachez-le, je pense que la responsabilité et la décence n'est pas de polémiquer en disant tout et n'importe quoi. Je l'ai dit en conseil municipal, je vous le redis solennellement ici, il y a des sujets extrêmement graves où la responsabilité doit l'emporter avant toute espèce d'instrumentalisation politique. Nous avons en 2014, c'est-à-dire 1 an et demi avant les dramatiques intempéries d'octobre 2015, signé avec l'État le Papi 2 du Rioux. Cette signature intervenait au terme d'un processus de plusieurs années qui voulait mettre en avant la dangerosité à la fois du Rioux et à terme de la Siagne. Mais surtout du Rioux, pourquoi ? Parce que le Rioux est un cours d'eau de montagne. Le Rioux est un cours d'eau qui reçoit l'eau de plusieurs bassins versants. Et il faut donc ralentir cette crue avec des bassins de rétention. Signé en 2014, sachez que les sondages pour le bassin de ralentissement qui doit se situer au niveau des Barnières ont été faits en fin d'année et que nous aurons les premiers résultats en février 2018. 4 ans, sachant qu'au milieu, il y a eu les intempéries d'octobre 2015 qui, bien sûr, ont donné un coup d'accélérateur considérable, vous vous en doutez. Cette prérogative, aujourd'hui, a été transférée par la ville à la communauté d'agglomération du Pays de l'Érins. Et la communauté d'agglomération, qui a pris ce sujet vraiment à bras-le-corps, parce que c'est un sujet majeur pour l'ensemble de notre bassin de vie, toutes les villes ont été extrêmement impactées, eh bien sachez-le que c'est une priorité absolue. Ce n'est pas quelque chose qu'on traite comme ça à la légère, ce n'est pas quelque chose dont on n'a pas envie de s'occuper, mais c'est quelque chose où malheureusement les normes réglementaires sont tellement contraignantes, sont tellement idiotes, disons-le très clairement, parce que quand vous voyez le temps qu'on perd, parce qu'on trouve 3 espèces végétales protégées dans le lit du Rioux, parce qu'on trouve 2 grenouilles, ou parce qu'à Cannes, on a trouvé, je ne sais plus si c'était des têtards ou l'anguille qui a fait qu'on a bloqué les travaux d'urgence. On est dans un pays où l'administration théorique, bien loin dans les bureaux parisiens, aurait grand intérêt à venir un peu plus sur le terrain et comprendre que l'intérêt premier, c'est le citoyen. Donc ces plans d'action qui sont en cours vont à la fois voir la réalisation, normalement en 2019, de ce bassin de ralentissement. Elles verront très bientôt la création sur les vergers de Minel de cette zone d'expansion de crue qui est encore en phase d'étude. Et là, vous le savez, les vergers de Minel sont classés en zone rouge, inconstructibles,
Donc notre ambition, c'est quoi? C'est d'en faire un grand parc qui, en cas de crue, pourra recueillir l'eau du Rioux et éviter, bien sûr, qu'il se déverse dans les quartiers. Ça me paraît le bon sens. Mais il a fallu plus de 20 ans de guerre avec l'État qui voulait à tout prix, sachez-le, avant octobre 2015, urbaniser ce secteur pour faire des logements sociaux. Imaginez ce qui serait arrivé. Donc, bien sûr, et je sais que ça a fait mal au cœur à beaucoup ici présents, il a fallu détruire le tennis de l'Argentière. Mais comment garder le tennis de l'Argentière sur un terrain classé en zone rouge qui potentiellement pouvait être inondé? Ce n'était pas responsable. Mais soyez rassurés, la réflexion sur les équipements sportifs se poursuit et bien sûr est globalisée et bien sûr emportera l'ensemble des demandes et des envies. Je pense que vous avez compris. Donc, tous ces dispositifs de sécurisation qui sont déjà en cours, à la fois sur les grandes structures, donc je vous l'ai dit, zones d'expansion de crues, bassins des barnières, sont accompagnés d'un ensemble de systèmes de mise en sécurité, mais également, surtout, d'un dispositif qui est unique en France, qui est une grande première, c'est que l'État, la région et la communauté d'agglomération vont subventionner les travaux dans les résidences privées de 20 copropriétés à hauteur de 80%, ne laissant à la charge des résidents que les 20% restants. Mais là aussi, quand on dit tout et n'importe quoi, sachez que ce dispositif a failli être annulé. Parce que les représentants de l'État, quand on a commencé à leur dire « oui, mais nous, 80, c'est passé, on veut du 100%, la réaction, ça a été quoi? Eh bien, c'était très simple, c'est-à-dire, si 80% c'est pas assez, ben écoutez, c'est pas grave, on reprend, on repart avec, débrouillez-vous. Donc, vous voyez pourquoi j'appelle à la responsabilité sur ces sujets, qui sont des sujets primordiaux. Parce qu'il ne faut pas jouer avec certaines choses, les conséquences sont trop graves. Donc, politique ambitieuse, politique volontaire, soyez certains et soyez certaines que nous continuerons à être en première ligne, 24 heures sur 24, et que nous ferons tout pour que ces réalisations se fassent le plus vite possible. Malheureusement, la réalité du terrain est une chose, la réalité réglementaire et législative française en est malheureusement une autre. Et je sais, messieurs les parlementaires, que vous y êtes extrêmement attachés, que vous représentez les collectivités au niveau national avec une force. C'est pour ça que d'ailleurs qu'on vous a baptisé le guerrier des steppes, monsieur le sénateur. Et que vous représentez nos forces de sécurité de nos territoires avec une force décuplée, je vous en remercie. La protection de nos territoires passe aussi contre la lutte contre les incendies. Et là, je dois remercier, au terme de l'année que nous avons eue, qui a été extrêmement dangereuse, les membres du CCFF et nos sapeurs-pompiers. Et vous pouvez les applaudir, parce qu'ils le méritent. Sachez que ce sont des bénévoles qui ont pris tout leur été pour patrouiller, pour surveiller, et qu'avec la canicule et la sécheresse que nous avons eue, nous aurions vraiment pu connaître des événements dramatiques. Et je vous le dis aussi solennellement, parce que nous étions encore hier avec Richard, avec le préfet, l'État va renforcer les sanctions de manière extrêmement dure sur le débroussaillement. Et c'est pour ça que notre politique est déjà extrêmement volontaire en termes de débroussaillement, notamment de débroussaillement d'office, va se renforcer pour vous informer, pour vous accompagner. Parce que sachez que le préfet a été très clair, désormais ceux qui ne débroussaillent pas et qui en plus sont récidivistes, ce n'est plus l'amende, c'est les poursuites pénales. Mais quelque part, c'est le bon sens qui parle. Parce que vous savez, les incendies, on en a connu un en 2007, il a été dramatique, donc tirons les leçons du passé, faisons en sorte qu'ils ne se reproduisent pas et que chaque propriétaire soit responsable de son bien. Nous y veillerons, nous l'accompagnerons, mais s'il ne le fait pas, je suis désolé de vous le dire, mais je vous le dis avec fermeté, nous sanctionnerons. Donc ces obligations dans le PLU, elles ont été reprises notamment, vous le verrez de manière très forte dans notre PLU qui va rentrer en enquête publique au premier trimestre, dans les dispositifs de protection contre les incendies et les inondations. Plus que ça, elle va imposer à tous les nouveaux bâtiments qui sont dans des zones sensibles la pose de bâtards d'eau et de portes étanches. Et tous les bâtiments anciens publics seront équipés, tous les bâtiments privés qui sont déjà dans la zone dangereuse, vous le savez, je vous l'ai dit,
seront équipés à hauteur de 80% subventionnés par l'État. Mais nous contacterons tous les propriétaires qui sont dans des zones qui peuvent être sensibles par mesure de précaution pour les inciter à s'équiper, pour justement tirer les enseignements du 3 octobre 2015, où nous avons eu une crue véritablement terrible, sans précédent, l'équivalent d'une crue tricentenale, qui, de mémoire d'homme dans ce bassin de vie, n'avait jamais été enregistrée. Et vous l'avez vu encore récemment avec ce qui s'est passé dans le monde, il est certain que les événements climatiques aujourd'hui peuvent être d'une rare violence, mais surtout imprévisibles. Donc sachons être informés, sachons être prévenants, et ne lésinons pas sur les moyens, parce que c'est notre devoir, nous déjà en tant qu'élus, mais vous aussi en tant que citoyens, parce qu'il y a des enfants, parce qu'il y a des gens qui peuvent être en état de difficulté. Donc ne lésinons pas sur quelques euros quand la vie humaine est en jeu. C'est impératif. Vous m'excuserez, je vais me ravitailler un petit peu. C'est pas de l'avocat, je vous rassure. Hélas. Bien, vous savez aussi que Mandelieu, c'est une ville qu'on reconnaît pour sa sécurité. C'est une ville où la sécurité, déjà de manière historique, mais plus que jamais, est au centre de la politique. C'est une ville où la sécurité n'a jamais été mise en second plan. Et je vous demande, là également, de manière très motivée, d'applaudir pour remercier à la fois notre police municipale, mais nos forces de gendarmerie qui sont présentes. Forces de sécurité, et à travers eux d'ailleurs toutes les forces de sécurité françaises sur l'ensemble du territoire, qui ont un métier vraiment extrêmement dur en ce moment. Mais je les salue parce qu'ils font preuve d'une détermination, malgré les difficultés, qui est en tout point admirable. Et sachez que notre police municipale travaille en étroite coopération avec les forces de gendarmerie. Et d'ailleurs, le chef d'escadron, commandant, que je salue également, m'a adressé dernièrement un courrier, et sachez qu'il n'en fait pas souvent, c'est lui-même qui me l'a dit, pour féliciter nos agents. Et ce courrier est arrivé quasiment concomitamment avec un autre courrier de remerciement qui a été fait par des citoyens, des restaurateurs qui venaient d'être agressés et qui m'ont dit que le réconfort qui leur a été apporté est venu de la police municipale, qui est arrivée immédiatement sur les lieux et qui a véritablement quadrillé le secteur. Donc merci à eux pour cet effort. Sachez que la police municipale de Mandelieu-la-Napoule va encore évoluer à la fois dans ses moyens et dans son dispositif. Vous en avez déjà un exemple dehors avec l'arrivée des nouveaux véhicules de type 4x4 qui sont destinés aux interventions tout-terrain en tout temps. C'est aussi un enseignement des inondations de 2015. Mais ces moyens vont continuer à s'accroître, qu'ils soient matériels et même humains. Les dispositifs de caméra également. Nous allons continuer à augmenter notre parc. Vous aurez très prochainement un nouveau dispositif qui va arriver qui sera ce qu'on appelle le LAPI, lecture automatique des plaques d'immatriculation, connecté directement à la gendarmerie et qui sera positionné à toutes les entrées et sorties de ville. Et ce dispositif va scruter tous les véhicules entrants et sortants pour signaler tous ceux qui auraient été repérés, soit dans des vols, dans des cambriolages, ou même dans des affaires ou des enquêtes, pour que nos forces de sécurité soient immédiatement informées et puissent les suivre pour s'assurer des intentions de leurs occupants. C'est un dispositif qui est presque unique en France. Nous allons le mettre en place dans quelques semaines. Il viendra rejoindre le réarmement de notre police avec les semi-automatiques 9 mm, avec l'arrivée cette année encore de nouveaux véhicules de grande puissance, avec les caméras piétons dont nous avons équipé nos agents pour disposer des moyens de preuve face à tous les contrevenants qui des fois nient les faits. Sachez que c'est un service qui fonctionne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, qui a permis d'accroître sa capacité à faire des flagrants délits et qui, cette année, a vu l'arrivée de 10 nouveaux agents issus soit de l'armée, soit des forces de gendarmerie. Donc merci à eux, merci aux voisins vigilants d'être ce repère de détection de tout ce qui est anormal. Et ce que je vous demande ce soir à vous tous en tant que citoyens, c'est de faire remonter les informations immédiatement pour que notre police puisse agir tout de suite. Et quel que soit le fait,
Parce que nous sommes dans une ville sécurisée. Il y a bien sûr des vagues de cambriolage qui sont quelque chose qui est un phénomène national, mais qui touche particulièrement la Côte d'Azur, parce que nous sommes une cible privilégiée. Forcément, vous êtes tous des gens aisés, vous vivez dans une région riche. Et sachez que vous êtes la cible d'organisations extrêmement structurées, avec des équipes de vol, des équipes de ramassage, des équipes de vente qui ne se connaissent pas pour cloisonner la structure. Donc on a vraiment affaire à quelque chose qui relève plus de l'organisation paramilitaire que du petit cambrioleur, même s'il y en a déguisé en vendeur de pizza qu'on surprend accroché à la grille à 11h du soir parce que son manteau s'est pris et qui n'avait pas vu qu'il y avait une grille qui faisait 2 mètres de haut. Vous voyez, c'est une caricature, mais c'est un fait quasiment réel qui est arrivé il n'y a pas longtemps. Donc pour être tout à fait actif et efficace sur ce dispositif, c'est un travail à la fois des citoyens de détection, de nos forces de sécurité qui, sachez-le, patrouillent beaucoup, notamment en civil. Et bien sûr, je ne vais pas vous révéler tout ce qu'ils ont mis en place, parce que sinon, vous vous doutez bien que l'efficacité s'en ressortirait. Mais sachez qu'en tout cas, notre territoire a vocation à être véritablement quadrillé. Sachez qu'il le sera de plus en plus. Parce qu'avoir une ville sécurisée, c'est bien. Avoir une ville extrêmement sécurisée, c'est mieux. Sachez que les haut-parleurs qu'on a mis sur les caméras ont fait chuter les incivilités de 55%. Et les incivilités, c'est de l'argent public. Ne pensez pas que c'est juste quelque chose qui est désagréable à la vue. Une motocrotte par an coûte 220 000 €. Je préfère mettre ça dans le réaménagement d'une rue et d'un trottoir que de payer une moto pour ramasser la paresse de quelques-uns qui ne veulent pas faire l'effort que font tous les autres. Je trouve ça anormal. Et j'étudierai très prochainement, sachez-le, comment augmenter de manière extrêmement significative les amendes en cas d'incivilité. Nous allons prendre modèle sur Cannes. Mais quand je dis qu'on va prendre modèle, on le fait déjà, mais je lui fais plaisir, c'est le président. Donc. Voilà, donc vous savez, je vous l'ai dit, ville sécurisée, j'y tiens énormément, elle le sera de plus en plus, pas contre vous, mais pour vous. Et là encore, je fais une petite digression rapide parce que le temps est écoulé. Sachez que, à titre personnel, mais je pense que je parle au titre de l'ensemble de l'équipe municipale, et notamment de monsieur le sénateur, sachez que le respect des forces de l'ordre est une notion qui ne souffre aucun débat. Parce que les forces de l'ordre, ou la loi, ou le règlement, c'est quelque part le respect de la société. Et le respect de la société, ça signifie le respect de l'État. Et l'État, c'est le respect de la République. Sans respect à la base, il n'y a pas de société, il n'y a pas de respect, il n'y a pas de République. Et à Mandelieu-la-Napoule, en tout cas, dans cette équipe municipale, j'en suis certain, dans ce territoire, j'en suis persuadé, sachez que force reste à la loi, force reste à l'ordre et force reste à la République. Ça, c'est un critère sur lequel on ne transigera pas. Parce que c'est ce qui nous définit, ces valeurs. Ceux qui viennent à Mandelieu-la-Napoule doivent le savoir et le savent la plupart du temps. Parfois, souvent, ils viennent pour ça. C'est qu'ici, on ne discute pas avec les valeurs, déjà, de l'histoire, je vous l'ai dit, mais du respect de l'ordre, parce que c'est ce qui fait que le bien vivre ensemble peut fonctionner, et c'est ce qui fait que le soir, vous pouvez sortir, c'est ce qui fait que vous n'êtes pas embêtés, et c'est ce qui fait quelque part l'âme de cette ville. Donc nous allons le conserver, et là-dessus, il n'y aura aucune faiblesse, parce que la faiblesse n'est pas un programme, la faiblesse n'est pas une qualité, la faiblesse est un échec. Alors, Mandelieu, c'est une ville sécurisée, c'est aussi une ville préservée. Je vous l'ai dit, je vous le redis. Sachez que notre nouveau PLU que vous allez découvrir a classé en zone protégée 17 hectares supplémentaires. Ce qui fait que sur notre commune, quand on vous dit que c'est bétonné, 2312 hectares sont totalement protégés de toute urbanisation. Totalement. Il ne reste que 703 hectares qui font la ville. Et sur ces 703 hectares, il y a aujourd'hui, l'hiver, 25 000 personnes et l'été, 80 000. Vous voyez que, quelque part, en termes de protection du territoire,
puisque le territoire urbanisé ne représente que 22%. On est quand même plutôt dans l'optimisation totale. Eh bien, malgré ça, sachez que la loi SRU Duflot, dont on vous parle chaque année, rien que le nom déjà, la loi SRU Duflot veut nous imposer 25% de logements sociaux pour les DALO. Les DALO, c'est les droits au logement. Sachez que les droits au logement ont des critères d'attribution tellement bas que les jeunes actifs n'y accèdent pas. 2500 logements, ça fait 50 copropriétés de 50 appartements. Quand vous savez que sur le territoire de Mandelieu-Napoule, vous avez la submersion marine, vous avez les zones rouges du PPR inondation, vous avez les zones rouges du PPR incendie, vous avez les terrains argileux, l'aéroport, les golfs, les zones boisées classées. Où voulez-vous qu'on mette 2500 logements? Mais ça, bien sûr, à Paris, dans les bureaux, c'est pas grave. C'est une excuse pour vous dire, monsieur le maire, vous ne voulez pas le faire, eh bien, on va vous prendre 1,4 million d'amende. Les mêmes qui vous disent 2 heures après, attention, inondation, je mets tout en zone rouge, tout est inconstructible, plus rien ne bougera. Vous voyez la cohérence? Vous voyez l'effort qu'il faut parfois pour arriver à vivre ça en gardant un calme républicain. 1,4 million d'amende, avec le retrait du droit d'attribution des logements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la mairie ne va plus décider qui va dans les logements. C'est l'État. C'est la punition qui est prévue par la loi SRU Duflot. Madame Duflot, j'aime pas dire son nom, mais comment faire autrement? Et ça, je ne l'oublierai jamais, je tiens à vous le dire pour que vous ne l'oubliez pas, cette chère madame, qui fut la première à venir le 4 octobre 2015, le lendemain de l'inondation, alors qu'on avait les pieds dans la boue dans les résidences, aller devant les caméras pour dire « les inondations, c'est la faute à la sururbanisation des sols ». Vous voyez quand même l'effort qu'il faut. Vous voyez l'effort intellectuel d'opportunisme politique le plus médiocre qu'il faut avoir pour arriver à dire devant les caméras « c'est la faute à la sururbanisation » et 10 minutes plus tard venir nous dire qu'on ne fait pas 2500 logements et que donc nous sommes de mauvais républicains qui doivent être sanctionnés. Alors, moi je vous le dis très clairement, le PLU que nous avons adopté prévoit d'ici 2030 une augmentation de la population de 0,35%. Parce que ce que nous voulons avant tout, c'est une ville-jardin à taille humaine qui ne devienne pas une ville où on fait des bars sur l'existant des villas pour caser des gens sans aucun dispositif d'accueil, tout ça pour respecter une loi inapplicable et éviter d'être sanctionné. Parce que cette ville-là, cette ville et son âme, c'est pour ça que vous nous avez élus en 2014. Et donc je vous pose à vous la question, très clairement, est-ce là la ville que vous voulez garder, sécuriser, protéger et préserver? Je vous pose la question. Alors, moi je vous ai entendu, mais faites en sorte qu'ils vous entendent jusqu'à Paris. Allez-y. Voilà, c'est ça. N'hésitez jamais à le dire. Aujourd'hui, si le citoyen ne s'exprime pas, le citoyen n'est pas pris en considération. Et croyez-moi que dans la bureaucratie technocratique qui est la nôtre aujourd'hui, quand on voit les réformes qu'on fait aujourd'hui, alors oui, bien sûr, la suppression de la taxe d'habitation, comment être contre? Mais comment être contre? En même temps, quand vous réalisez que l'argent des communes, parce que c'est ça qui est impacté, c'est l'argent des écoles, c'est l'argent des transports, c'est l'argent des espaces verts, c'est l'argent de la police municipale. Mais ça, par contre, par quoi on le remplace? On ne sait pas. C'est à se demander s'ils s'attendaient à être élus. Parce que demain, quand on va vous dire « Ah, c'est super, vous ne payez plus la taxe d'habitation », par contre, comme on ne peut pas compenser les communes parce qu'on est déjà à 2600 milliards d'euros de dettes, ben soit on vous dira il faut faire une nouvelle taxe, mais bien sûr, je leur fais confiance, ça sera une taxe qui sera laissée à la libre appréciation des maires. Pas de l'État, bien sûr, jamais. C'est comme le coût de la résidence secondaire. Vous pouvez faire 20% de plus sur la résidence secondaire, mais c'est la décision des maires. Comme ça, vous taperez sur les maires. Par contre, nous, à côté, on ne vous donne plus l'argent. Vous voyez ?
Vous voyez quelque part la malhonnêteté intellectuelle. Parce que cet argent, il est primordial. C'est ce qui fait, je vous l'ai dit, la sécurité. C'est ce qui fait les transports, mon cher Richard. C'est ce qui fait la mise en place du BHNS. Le BHNS, c'est quand même quelque chose qui va changer notre mode de vie au quotidien. L'arrivée du BHNS dans notre centre-ville, c'est un investissement de 6 à 7 millions d'euros. Le BHNS, sachez-le, vous voyez, BHNS, sachez-le, cette année, c'est 1,5 million de voyageurs, plus 15% par rapport à l'année précédente. Et ça va encore augmenter, puisque forcément, nous faisons les infrastructures. Et cet argent-là, c'est votre argent. Il est quand même plus légitime que votre argent que vous payez directement serve sur votre territoire, plutôt que parte dans le gouffre de l'État, dans des dépenses où nous, on nous fait la leçon, mais on n'hésite pas à mettre 350 000 € pour louer un appareil pour revenir de Nouvelle-Calédonie. Mais le pire, c'est même pas ça. Parce que 350 000 € pour affréter un Boeing, vous me direz, bon. Mais le pire, c'est qu'ils ont fait rentrer à côté un avion vide de la République parce qu'ils estimaient que les sièges n'étaient pas assez confortables. Alors je comprends qu'il faille économiser, mais c'est toujours nous qui économisons. Alors bien sûr, ces actions qui doivent être menées, que ce soit dans les transports, que ce soit dans la préservation de notre cadre de vie, notamment par l'installation de ces bornes électriques que la CAPL va déployer. Je salue encore mes collègues vice-présidents qui regardent le prompteur et l'heure défiler. C'était la première mi-temps, hein, ça y a pris la deuxième. Non mais je vous ai dit, c'est jusqu'à 22h ce soir. Hein. Donc ces budgets, il faut bien qu'on conserve des moyens d'action, parce que sachez-le, 97% des efforts d'économie sont les communes qui les ont faits. L'État n'est même pas arrivé à 50% de ses objectifs. Vous voyez, ils donnent des leçons, mais par contre, ils n'appliquent pas. En 3 ans, la ville de Mandelieu-la-Napoule, sachez-le, s'est vue retirer par l'État des caisses 23,5 millions d'euros. C'est une année complète d'investissement. Ces 23,5 millions d'euros qui nous ont pris, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, ça aurait pu financer plusieurs bâtiments publics, des rénovations de boulevards, des services publics, ou même la police municipale. Le fonds de péréquation intercommunale, quand on prend en ville riches ou bien gérées pour donner aux communes qui n'ont pas d'argent, a été multiplié par 3. On nous prend 1,5 million. L'amende SRU, je vous l'ai dit, 1,4 million. Alors dans ces cas-là, comment faire pour investir? Il faut économiser. Parce que nous n'empruntons pas. Sachez que la dette de Mandelieu-la-Napoule est remboursable en 6 mois. Elle est de 381 € par habitant. En 2020, ne le dites pas dehors, hein, parce que sinon après ils vont nous en prendre encore plus. Hein. En 2020, notre dette sera de 6 millions d'euros. C'est-à-dire qu'en fait, notre conception de l'emprunt est celle d'un ménage qui emprunte pour augmenter certains investissements, mais qui doit se faire dans une optique de bonne gestion. Donc il nous faut économiser, nous avons réduit la masse salariale de 50 agents, nous avons réduit nos dépenses de fonctionnement de 6 millions d'euros, nous devons poursuivre sur ces plans-là pour pouvoir toujours compenser l'argent qu'on nous enlève, pour pouvoir assurer notre avenir. Et l'avenir de Mandelieu, sachez-le, dans cette année sera passionnant. Nous allons mettre en place cette révolution numérique qui verra vraiment le citoyen remis au cœur des services avec la mise en place de nouvelles plateformes où vous puissiez réserver, agir, payer en ligne, avec à la fois, quelque part, cette facilité pour vous à accéder à tout ce dont vous avez besoin. Elle continuera dans le plan d'embellissement de la ville. Nous allons continuer le plan trottoir. Nous avons déjà fait 5 km. Nous allons continuer le plan lumière. Sachez que nous avons remplacé plusieurs centaines de points lumineux, ce qui nous a économisé 10% de consommation. Nous allons continuer le plan voirie. Nous avons déjà fait 20 opérations pour plus de 6 millions d'euros. Les espaces verts, malgré tout, nous allons continuer à en créer. Nous en avons créé l'année dernière 33, avec plusieurs centaines de plantations. Nous allons continuer, vous allez le voir, dans tous les secteurs de la ville, cet effort qui se voudra vraiment ambitieux, parce que notre ville doit continuer à se développer malgré les contraintes. Mais vous verrez que les années qui viennent s'annoncent passionnantes. Donc, je vous le dis avec du fond du cœur, en remerciant encore une fois les élus, mes collègues de la communauté d'agglomération, mon cher Georges d'ailleurs, qui a mis en place la navette maritime, sachez-le,
très très beau moyen de transport que je vous invite à prendre cet été, surtout qu'il faut le financer, mais c'est quelque chose vraiment de très pratique. Et sachez-le, mes amis, je vous le dis, les années qui arrivent s'annoncent passionnantes. Elles s'annoncent grandes, parce que nous avons les moyens de nos ambitions, parce que nous avons une ambition qui n'est pas démesurée, mais qui est à l'image de notre ville, c'est-à-dire familiale, naturelle, pour avoir de Mandelieu-la-Napoule une ville préservée, sécurisée, protégée. C'est la ville que vous voulez, c'est la ville que vous aimez. Alors l'engagement que je prends avec toute l'équipe municipale, c'est que c'est la ville que vous aurez. Et comme il est de tradition, je vous souhaite une très bonne année. Soyez heureux, profitez de tout et de vos proches, comme Jean d'Ormesson le disait. Soyez heureux en toutes circonstances, il n'y a que ça qui compte, le reste n'est que futilité. Et la tradition ne m'obligeant pas, mais la tradition étant telle qu'elle est, je vous dis vive Mandelieu-la-Napoule, vive la République, et le dernier, dites-le tous avec moi, vive la France!